Nous sommes bien en direct sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces décryptages, ces rendez-vous d'actualité sur votre chaîne de prédilection. Merci de nous suivre de partout, justement en République démocratique du Congo, au-delà des frontières de la RDC, ce pays qui est toujours au cœur de l'Afrique. Vous êtes des milliers en train de nous regarder apparaître Insta. Faites-nous signe de partout où vous nous suivez. Faites aussi des commentaires par rapport à la question qui sera aussi décryptée aujourd'hui, disons l'actualité qui sera décryptée. N'hésitez pas aussi d'aimer comme vous le faites exactement, tout comme des partages. C'est aussi très important de vous voir nombreux, mesdames et messieurs, en train de réagir à nos différentes productions. C'est toujours aussi un plaisir justement de vous lire parce que surtout comme vous réagissez en toute responsabilité, bien sûr, c'est un plaisir que nous ne cesserons, mesdames et messieurs, de manifester. Alors, comme ça nous encourage encore une fois, nous sommes aujourd'hui encore une fois à votre service. Samedi 16 août 2025, l'actualité du jour, mesdames et messieurs, c'est avec les combats qui se déroulent dans les territoires de Walikale, la FCM 23 qui fait une fois de plus face à la coalition FRDC Wazalendo, mesdames et messieurs, dans le territoire de Walikale. Quel est l'objectif que vise justement tous ces affrontements qui a lancé les hostilités? Mesdames et messieurs, on a quand même quelques précisions justement avec les différentes sources qu'on a essayé un peu de recouper. Et c'était hier, vendredi 15 août 2025, depuis depuis 12 heures d'hier, j'ai dit vendredi plutôt, jusqu'à dans la soirée, il y a eu donc d'intenses combats entre les rebelles de l'AFCM 23 et les Wazalendo, mais également les forces armées de la République démocratique du Congo. Ces combats qui ont été signalés à Buhaya. Buhaya, là, nous sommes dans la localité de Banakimbi. Banakimbi, c'est dans le territoire de Walikale. Alors, les cessez-les-feux, mesdames et messieurs, qu'on a toujours dit, les cessez-les-feux qui a aussi été salué par plusieurs Congolais, qui a même été considéré comme une victoire diplomatique par le gouvernement de la République démocratique du Congo, certains fanatiques du pouvoir actuel, disant que voilà, c'est la fin d'une guerre. Félix Tshisekedi vient de remporter la guerre avec son stylo. Vous-même, vous avez écouté beaucoup de choses. Juste une signature qui change tout. Mais voilà, mesdames et messieurs, au moment où nous les disons, les gens sont en train de se déplacer dans plusieurs territoires au nord et au sud Kivu. Au moment où nous parlons, il y a des zones aujourd'hui où les populations n'arrivent même pas à bien se réveiller. Parce que toute la nuit d'hier, c'était les armes lourdes et légères qui retentissaient dans l'air millier. Et face à cette population, est-ce qu'on peut venir encore une fois dire que la guerre est finie avec un stylo? Donc, nous vous faisons comprendre tout simplement que la déclaration des principes qui avait été signée, martelant tout simplement que le cessez-le-feu doit être observé. Je vous l'ai dit encore une fois, le cessez-le-feu n'est pas respecté. Aujourd'hui, nous sommes les 16. Demain dimanche, c'est le 17. On est censé obtenir un accord de paix à Doha. Mais jusque-là, les choses bloquent. Les choses n'avancent pas. L'AFCM 23, je rappelle, qui conditionne aussi sa participation à cette nouvelle étape du processus de Doha par la libération de tous ces compagnons, donc tous ces membres qui sont aujourd'hui détenus à Kinshasa, et ça reste une exigence pendante jusqu'au point où il n'avance plus avec les processus de Doha. Qu'est-ce qui se passe? Et puis toutes les parties montrent aussi leur volonté. Ça, je l'ai dit encore une fois. Toutes les parties montrent leur volonté de vouloir en finir avec l'option militaire. Et on l'a dit, l'option militaire a montré ses limites. Si aujourd'hui nous sommes dans cette situation, c'est parce qu'il y a une option militaire qui a été privilégiée au détriment de l'option diplomatique. Parce qu'à un certain moment, on a vu le gouvernement de Kinshasa baisser baisser les efforts, ne fournissait plus assez d'efforts au niveau diplomatique pour résoudre cette crise. Se contenta beaucoup plus de toutes les opérations militaires. L'AFCM 23, pareil,
a aussi mis beaucoup d'énergie sur l'option militaire. Oui, l'AFC M23 occupe Goma, l'AFC M23 occupe Bukavu, occupe une partie des Kabari, une partie des Kalehe, Rutshuru, Massissi, Nyiragongo, une partie des Lubero. Et avec tout ça, mesdames et messieurs, il y a lieu aujourd'hui de se dire la vérité. Parce que, comme là où on a échoué, nous sommes encore une fois en train de revenir sur cette option. Qu'est-ce qui explique encore le retour des forces armées de la République démocratique du Congo dans les hostilités? Est-ce l'idée pour le gouvernement de la RDC est de se concentrer encore une fois sur l'option militaire? Parce que l'AFC M23 alerté sur les renforcements en termes logistiques, donc l'armement pour les FARDC, mais également les hommes, les gouvernements congolais accusent toujours aussi l'AFC M23 de se renforcer sur les différentes lignes de front. Aujourd'hui, il y a violation de cessez-le-feu. Et hier, dans le conseil du gouvernement, le tout premier conseil du gouvernement avec le gouvernement Soumi Noadé, présidé bien sûr par le président de la République, une réunion du conseil des ministres tenue hier à la cité de l'Union africaine. Qu'est-ce qui a été dit? Et là, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo, dans ce conseil des ministres, qui a été plutôt informé, donc le conseil des ministres a été informé des flagrantes violations de l'accord de Washington. Donc, même l'accord de Washington signé le 27 juin dernier est en train d'être violé. Donc, et le gouvernement a été informé sur toutes ces violations. Non seulement l'accord de Washington, mais également la déclaration des principes, qui est en train d'être violée aussi. Cette déclaration des principes de Doha. Et là, ce sont les éléments de l'AFC M23 qu'on acquise comme étant les premiers à violer les deux points. Donc, l'AFC M23, je ne sais pas qu'est-ce qui les concerne avec la déclaration, donc plutôt la signature de l'accord de Washington, mais on dit que les M23 violent, mais également les Rwandais. On parle aussi du Rwanda, viole cet accord. Ici, on parle aussi de la déclaration des principes qui est en train d'être violée. En disant des attaques, en parlant bien sûr des attaques contre les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, accompagnées aussi du recrutement forcé des mineurs. Là, c'est les conseils des ministres qui viennent d'être informés. C'est en tout cas très compliqué. Donc, au lieu d'évoluer avec l'option diplomatique, avec les mesures, ou disons les engagements pris de part et d'autre, aujourd'hui nous assistons, mesdames et messieurs, à des violations aussi intentionnelles de tous ces engagements. Vous signez une déclaration des principes comme quoi vous devez respecter les cessez-le-feu, mais au moment où vous signez, vous êtes encore en train de les prendre avec les hostilités. Et ce qui fâche, c'est que l'AFC M23 accuse le gouvernement congolais d'attaquer ses positions. Le gouvernement congolais aussi accuse l'AFC M23 d'attaquer les positions. Vous avez vu les deux communiqués des forces armées de la RDC cette semaine, accusant justement l'AFC M23 de violer les différents engagements pris non seulement à Doha, mais également dans d'autres cadres aussi, que ce soit régional ou même international. Alors, nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort. Non, c'est plutôt avec, bien sûr, comme je le disais, les gouvernements de la République démocratique du Congo qui estiment que ce sont les rebelles de l'AFC M23, d'après les différentes sources voilà, gouvernementales. Dans la zone de Walikale, on dit que les M23 ont attaqué en premier les positions de Wazalendo et des forces armées de la République démocratique du Congo et sont donc en train de nourrir toujours ces ambitions de prendre le contrôle de la localité de Pinga. Donc Pinga, c'est dans le territoire de Walikale. Et toutes ces tentatives ont été stoppées. Là, ce sont les sources gouvernementales qui les disent. Alors, vous dites que les tentatives ont été stoppées. Ne venez pas encore pour nous dire non, on a fait des replis stratégiques. Vous dites que vous avez stoppé. Ok, alors, allez-y toujours dans ce sens et on n'a pas besoin encore une fois d'écouter des replis stratégiques. Comme ça a été le cas au niveau du site Kivu, où les FARDC disaient que l'AFC M23 n'a pas pris le contrôle de toutes les zones là, mais
les porte-paroles du gouvernement provincial du Sud Kivu, il avait dit que les FARDC et les Wazalendo ont fait ce qu'on appelle les replis stratégiques pour éviter à ce qu'il y ait un BDSA dans, au niveau des comment dire, au niveau du Sud Kivu. Mais plutôt, vous allez vous rendre compte, mesdames et messieurs, c'était même dans le territoire du Walungu pour plus de précision. Alors, déjà, les choses tournaient mal et ce n'est pas seulement au niveau des différents... C'est pas donc les FARDC, c'est pas seulement la FCM23 qui constate toutes ces violations. Que ce soit l'accord de paix à Washington, mais également l'accord des Doha, l'accord des principes des Doha. Et jusque-là, nous attendons qu'on finalise ces processus avec un accord de paix qui n'arrive toujours pas. L'accord de paix n'arrive toujours pas. Alors ici, la réaction aussi du docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix prix Nobel de la paix 2018, lui qui estime qu'on n'arrive pas toujours à avancer. Alors, pour le docteur Denis Mukwege, les espoirs placés dans les prétendus cessez-le-feu ici des accords de Washington et de Doha se sont avérés n'être qu'une façade qui ne fait qu'endormir la vigilance internationale et laisser les champs libres aux agresseurs pendant que Kinshasa s'obstine dans une série de tâtonnements sans fin, semblant incapable d'appréhender la mesure de l'enjeu. Ça, c'est le docteur Denis Mukwege, qui estime que le gouvernement de la République démocratique du Congo est en train de s'obstiner dans une série de tâtonnements sans fin, faisant semblant aussi d'appréhender la mesure de l'enjeu. Ça, c'est Denis Mukwege qui l'a dit, le prix Nobel de la paix. Lui n'est pas d'accord avec cette façon de vouloir intégrer, ou disons, de vouloir passer par des accords, sans pour autant qu'il y ait aussi, qu'on privilégie aussi l'aspect judiciaire hein, par rapport à tout ce qui est comme atrocité, tout ce qu'on a, bon voilà, avec des victimes que nous avons aujourd'hui. Il estime qu'on n'arrive toujours pas à tout mettre en place, on n'arrive toujours pas à prendre en compte aussi cet aspect. Et si une fois il n'y a pas la justice, il estime qu'il y aura toujours... Les gens vont vouloir encore revenir dans les mêmes choses. Donc, il n'y a pas de garantie de non-répétition dans tout ce qui se passe. Alors, déjà, on est aussi dans une incertitude, mesdames et messieurs, parce que c'est dans presque toute la partie orientale de la République démocratique du Congo où on assiste à des échauffourées. Et pendant ce temps, les États-Unis d'Amérique, là où l'accord de Washington avait été conclu, les États-Unis d'Amérique condamnent aussi la reprise des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo, entre les FARDC et les M23. Et les États-Unis appellent toutes les parties à respecter les cessez-le-feu. Les cessez-le-feu, donc, les constats est partagé, les cessez-le-feu n'est pas respecté. Nous avons besoin de coopération et d'un leadership fort pour assurer une mise en œuvre robuste et réussie de l'accord de paix. La violence compromet les progrès vers la paix et la prospérité. Là, c'est Massad Boulos, conseiller principal des États-Unis pour l'Afrique, qui l'a dit. Donc, les efforts aussi consentis de part et d'autre sont en train d'être, on les réduit voilà à zéro, finalement. Parce que les accords de part et d'autre ne sont toujours pas aussi respectés. Alors, dans le même contexte, chacun s'attaque à la République démocratique du Congo, que ce soit verbalement, militairement, comme il veut. Parce que nous constatons qu'il y a une faiblesse de leadership. Voilà pourquoi les fameux Moïse Kainerugaba, le fils de Museveni, revient encore une fois avec sa série de tweets réagissant sur la République démocratique du Congo comme si c'est un militaire congolais, c'est un Congolais qui doit dire tout ce qu'il veut sur la RDC. C'est vrai, la RDC, c'est le pays voisin de l'Ouganda. S'il n'y a pas la paix en RDC, l'Ouganda doit se sentir menacé. Mais comme ce n'est pas le cas aujourd'hui, il prend toujours la parole. Ces messieurs s'expriment toujours lorsqu'il s'agit de la question de la République démocratique du Congo. Je les vois rarement s'expliquer concernant même les choses qui se passent en Ouganda.
Il s'explique rarement. Pourtant, c'est un militaire. Il est aussi un commandant des forces ougandaises, appelées communément les UPDF. Alors, les fils du président ougandais Yoweri Museveni, Moïse Kainerugaba, menacent de marcher sur Kisangani si le M23 prend Uvira. Il menace de marcher sur Kisangani si le M23 prend Uvira. Si nos proches, là je vous lis maintenant ces propos, si nos proches du M23, il dit bien si nos proches du M23, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, si nos proches du M23 s'emparent d'Uvira, nous marcherons sur Kisangani, a déclaré le général Moïse Kainerugaba. Il est l'actuel chef des forces de défense ougandaises. Il a aussi ajouté, j'ai entendu dire qu'il y avait 1 millier de mercenaires du Salvador à Kisangani. Je vais les capturer tous bientôt. Ça c'est Kainerugaba, le fils de Museveni. Il va les capturer tous bientôt. Alors, déjà, toutes ces confusions, mesdames et messieurs, nous poussent même à nous interroger sur la vraie nature même du conflit. Parce que ce conflit n'est pas seulement au nord Kivu, au sud Kivu. Les phénomènes Wazalendo tournent au vinaigre. À Kindu, chef-lieu de la province d'Imaniema. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là, ce sont des échauffourées cette fois-ci entre FARDC et FARDC, voilà, et Wazalendo. Les forces armées de la République démocratique du Congo dans la province d'Imaniema dressent un bilan de 9 morts, dont 5 Wazalendo et 4 militaires FARDC, dans les affrontements entre les deux parties dans les quartiers Tokoloté. Nous sommes dans la commune de Mikelenge à Kindu. À en croire les porte-paroles de l'opération Sokolade Nord Sud Kivu, le lieutenant Jérémy Gbe, voilà, les forces de l'ordre ont été attaquées par un groupe conduit par un certain Amani Ouseni Josué alias Saddam, qui selon eux, voilà, voulait saboter et mettre en cause les institutions légalement établies ainsi que les autorités de la place sous prétexte que les fils de ces derniers a été arrêtés par les patrouilleurs. Est-ce que vous vous rendez compte? L'arrestation d'une seule personne fait à ce qu'une force, les forces loyalistes, voilà, disons-les ainsi, s'affrontent au Wazalendo. On a juste arrêté, qu'est-ce qu'on dit ici? Voilà, le prétexte en question est que les fils de Amani Ouseni Josué alias Saddam, son fils, a été arrêté par les patrouilleurs. Et comme les patrouilleurs ont arrêté son fils, il a donc regroupé tous ces hommes pour aller attaquer les forces armées de la République démocratique du Congo. Et voilà les bilans, 9 morts, dont 5 Wazalendo et 4 éléments FARDC. Donc le phénomène Wazalendo n'est pas aussi perçu de la même manière. Il y a là où les Wazalendo collaborent avec les FARDC et de l'autre côté, ils ne collaborent pas. Là, c'est à Kindu. Kindu, c'est les chefs-lieux, je vous dis bien, les chefs-lieux. Donc, ils ont fait ça dans un chef-lieu, pas dans un village. Là, c'est dans les chefs-lieux. Comme Goma, comme Bukavu, à Kindu, les FARDC et les Wazalendo se sont affrontés. Mais là, les M23 seront en train de se moquer des FARDC, tout comme des Wazalendo, qui sont toujours considérés comme leurs adversaires principaux. Mais les mêmes adversaires, on est en train, voilà, de constater, ou disons donc quelqu'un qui est comme allié, là-bas, à Kindu, c'est avec lui que vous vous affrontez, que vous faites la guerre. Pour quelle finalité? Et puis les FARDC l'acquise de vouloir renverser les institutions légalement établies. C'est un peu paradoxal, hein? Si on peut rester aussi dans l'esprit même de cette information. Alors,
déjà, mesdames et messieurs, avec cette histoire au niveau des Kindu, parce que je vous ai parlé, parmi les 9 morts, 5 Wazalendo et 4 militaires FARDC dans les affrontements entre les deux parties. Ce sont des informations données par les porte-paroles de l'opération Sokola-D. Alors, les forces de l'ordre ont donc été attaquées par un groupe conduit par Amani Ouseni Josué alias Saddam, qui selon eux, voilà, il voulait donc saboter et mettre en cause les institutions légalement établies. Et parmi les 4 éléments FARDC, il y a aussi les PNC. Donc, dans les 4, il y a aussi les éléments de la police nationale congolaise. Alors, le 14 août dernier, donc on peut dire le jeudi dernier, l'armée et un groupe de Wazalendo se sont affrontés. Donc, les histoires ont commencé depuis jeudi, se sont affrontés en plein centre-ville de Kindu, s'il vous plaît. En plein centre-ville de Kindu. Mais il faut aussi signaler que plusieurs mesures ont été, notamment plutôt les couvre-feu, mais également d'autres mesures ont été organisées à partir du 14, donc à partir du jeudi dernier, 14 août, et la redynamisation aussi du système Nyumbakumi, donc le système des 10 maisons. On l'a aussi redynamisé et c'est tout simplement enfin de dénicher tout mouvement suspect. Là, c'est à Kindu, chef-lieu de la province d'Imaniema, où tout ceci, mesdames et messieurs, se sont aussi déroulés. Alors, en République démocratique du Congo, c'est toujours aussi des nouvelles qu'on peut dire qui font plutôt froid au dos. Oui, la guerre, une zone aujourd'hui contrôlée par la FCM23 Goma. Et là, les Kenyans qui décident de nommer un concile à Goma. William Ruto lui-même qui a nommé un concile à Goma. Et quelques heures après, la réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo n'a pas tardé. Et c'est par l'entremise de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba. La première décision prise par le gouvernement de la République démocratique du Congo, d'abord, on dit ceci: toute annonce relative à la nomination d'un concile à Goma est particulièrement inappropriée et ne saurait être considérée sans l'aval des autorités congolaises. C'est ce que dit Kinshasa. Alors, l'entête même du communiqué de presse signé par de ces communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, la RDC rappelle plutôt que la nomination de tout chef des postes consulaires étrangers sur son territoire est subordonnée à son agrément préalable et à la délivrance de l'exéquatur par le ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Mais c'est d'ailleurs un communiqué qui date d'aujourd'hui, de ce samedi 16 août 2025. C'est même samedi, le communiqué a été signé. Donc, le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris note aussi de cette information rendue publique par les State House. State House, c'est aussi la présidence kenyane, la maison présidentielle au niveau du Kenya, relative bien sûr à la nomination de ces conciles à Goma. Bon, c'est depuis 2020 que ces conciles-là Kenya existent ici à Goma. Et ça a même permis à ce que la coopération Kenya-RDC soit aussi renforcée, avec des compagnies kenyanes qui commençaient même à faire des lignes directes Goma. Nairobi, c'était déjà possible, il faut le préciser. Mais, comme vous le savez, les affres de la guerre ont fait à ce que les choses tournent aussi au ralenti. Mais le gouvernement congolais réagit directement. Donc, on n'approuve pas cette décision d'envoyer un concile à Goma au moment où le gouvernement ne contrôle pas Goma. Donc, le président Kenya, William Ruto, devrait attendre, selon le gouvernement de la RDC. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce qu'il faut donc retenir pour aujourd'hui, pour voilà, cet après-midi déjà sur Web Info. J'espère que vous étiez nombreux entrés de nous regarder comme toujours, justement parce que nous sommes en direct. Et vous allez comprendre encore une fois qu'il y a toujours des points, bon, je ne peux pas dire quand même
les points qui fâchent seulement, il y a aussi d'autres points positifs, mais les choses ne tournent pas aussi comme on les veut tous. Alors, déjà, les 27, les 17 plutôt, c'est demain. Voyons voir ce que, ou disons les mesures qui seront aussi prises, qu'il va faire les médiateurs qataris avec ces blocages, les processus des droits. Il y a un blocage. Quand nous le disions ici, bon, les gens nous prenaient comme des fous, des gens qui peut-être qui ne sont pas entrés de vouloir à ce que les choses changent, mais vous-même vous constatez. Il y a déjà blocage, malheureusement. Mais les Kenya, disons les Qatar ou même les États-Unis, peut-être pourront trouver aussi d'autres alternatives pour éviter à ce que les choses puissent, qu'on tire les choses à la longueur. Donc, qu'on en finisse une fois pour toutes et qu'on trouve aussi d'autres mécanismes pour bien avancer. Espérons que ça sera possible, messieurs et dames. Voilà, nous sommes donc à la fin de cette production pour aujourd'hui. Commentez, partagez, aimez. Toujours sur Web Info. Nos remerciements à l'équipe technique, chapeautée par Thomas Zawadi, qui nous a donc permis d'arriver chez vous, mesdames et messieurs. Et voilà, on va donc se retrouver déjà la semaine prochaine. Mais sur Web Info, l'actualité reste en continu. C'est ici où vous êtes toujours mieux informés, car nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Restez toujours connectés tout au long de la journée. D'autres productions pourront intervenir et vous serez toujours édifiés.